Je suis représentant pharmaceutique basé à Charlotte, et ça s'est passé il y a 3 mois quand je rentrais d'une conférence à Asheville. Il était environ 23 heures, 7 heures mortes où sur l'autoroute on se sent comme la dernière personne vivante. Mon voyant d'essence était allumé depuis 30 km. Alors quand j'ai vu une station délabrée près de la sortie Pisgah Forest, je me suis arrêté. L'endroit semblait figé dans les années 90. Les néons du plafond clignotaient. Il n'y avait que 2 pompes et un petit magasin avec des barreaux aux fenêtres, et j'étais seul. Je suis sorti et j'ai commencé à faire le plein. À mi-chemin, j'ai senti comme des fourmis dans la nuque, comme si quelqu'un m'observait. J'ai levé les yeux et vu un homme de l'autre côté des pompes qui me fixait avec un sourire qui m'a retourné l'estomac. J'ai essayé de l'ignorer, les yeux rivés sur les chiffres qui défilaient. Chaque seconde semblait durer une éternité. Finalement, n'en pouvant plus, je lui ai lancé sèchement. « C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me fixes comme ça ?» Il pencha la tête, son sourire s'élargit. « Tu ressembles exactement à ma femme. » Sa voix avait un ton rêveur. « Les cheveux, les yeux, même ta façon de te tenir. » Il s'approcha d'un pas. « C'est troublant. » Ma main se crispa sur la poignée de la pompe. « Je ne suis pas votre femme. »« Non, » admit-il en souriant toujours. « Mais tu pourrais l'être. Tu as la même énergie. » Sa façon de dire « énergie » me donna la chair de poule. Je voulais monter dans ma voiture et partir, mais mon réservoir n'était qu'à moitié plein et il me restait 2 heures de route dans le noir. Je me forçais à finir de faire le plein, revisser le bouchon et monter dans ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à mettre la clé dans le contact. Le panneau sur la pompe indiquait paiement en espèces uniquement. Je devais entrer pour payer. Je restais là 1 minute entière, essayant de me convaincre de partir sans payer, mais je ne pouvais pas voler de l'essence à cause d'un type bizarre. Je regardais autour du parking, je ne le voyais plus. Peut-être qu'il était parti, peut-être que j'avais exagéré. Je marchais vers le magasin, jetant un œil par-dessus mon épaule tous les quelques pas. La cloche a sonné quand je suis entré. Le caissier, un type plus âgé aux yeux fatigués, leva les yeux de son magazine. « Pompe 2 » dis-je d'une voix stable, « et un paquet de Doritos et un Coca. » Pendant qu'il encaissait, je regardais sans cesse par la fenêtre. Aucune trace de l'homme. Peut-être qu'il ne faisait que passer. Peut-être qu'il pensait vraiment que je ressemblais à quelqu'un qu'il connaissait. Les gens disent parfois des trucs bizarres. J'ai payé, pris mes affaires, et je suis retourné à ma voiture. Le parking était vide maintenant, à part ma Honda. Un soulagement m'envahit. J'étais à 3 pas de ma portière quand j'ai entendu sa voix derrière moi. J'ai tué ma femme. Je me suis figé. Tous les muscles de mon corps se sont bloqués. Elle me trompait. Sa voix était posée, comme s'il me parlait de la météo. Je l'ai trouvé avec lui dans notre lit. Je me suis tourné lentement. Il se tenait à 3 mètres environ, les mains le long du corps. Même dans la pénombre, je voyais des taches sombres les recouvrir. J'ai mis son corps dans les bois, continua-t-il en levant les mains. Juste là-bas, même pas à 1 kilomètre. Elle est enveloppée dans du plastique. Le sourire avait disparu. Son visage était complètement vide. J'ai crié et couru vers le magasin. J'ai entendu des pas derrière moi, mais au lieu de me suivre, il a foncé vers les arbres et a disparu dans l'obscurité. La forêt l'a englouti tout entier. La clochette sonna quand j'ai franchi la porte. Le caissier leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'homme, il a dit qu'il avait tué sa femme. Il a dit que son corps est dans les bois. Ses mains étaient couvertes de sang. Je haletais en pointant les bois. Doucement. Quel homme? Celui qui était là-bas. Il me fixait. Il a dit qu'il avait tué sa femme et m'a montré ses mains. Elles étaient couvertes de... Le visage du caissier pâlit. Il sortit son téléphone et appela le 911. La police est arrivée en 10 minutes, mais ça a semblé durer des heures. Je me suis assis au fond du bureau, tremblant, essayant d'expliquer ce qui s'était passé. 2 policiers sont allés dans les bois avec des lampes torches, tandis qu'un autre est resté avec moi, posant des questions que je comprenais à peine. Ils ont mis 40 minutes à le retrouver. Il était assis sous un arbre, en sanglots. Ses mains couvraient son visage,
encore taché de sang. À côté de lui se trouvait une fosse fraîchement creusée, même pas encore correctement couverte. À l'intérieur, une forme enveloppée dans du plastique noir. Ils ont écarté le plastique juste assez pour voir une femme d'une trentaine d'années avec de multiples coups de couteau à la poitrine. Elle était morte depuis peut-être 3 heures. Le détective m'a dit plus tard que l'homme s'appelait Marcus Boone. Sa femme, Emma, avait demandé le divorce 2 semaines plus tôt et des amis ont confirmé qu'elle avait une liaison. Ils l'avaient tuée chez eux cette nuit-là, l'avaient enveloppée, emmenée dans les bois et enterrée dans l'obscurité. Mais au lieu de fuir, il est resté là jusqu'à ce qu'il me voie. J'ai demandé au détective pourquoi il pensait qu'il m'avait approché. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai demandé s'il pensait qu'il m'aurait fait du mal si je n'avais pas crié et couru. Personne ne semblait avoir de réponse. La thérapeute que je vois dit que je ne saurai peut-être jamais, et c'est quelque chose que je dois accepter. Je ne conduis plus sur cette autoroute. Je ne m'arrête pas seul aux stations-service après la tombée de la nuit. Et chaque fois que quelqu'un me fixe trop longtemps, j'entends sa voix dans ma tête dire que je ressemble exactement à sa femme. J'avais 21 ans quand j'ai pris le service de nuit dans une station-service sur la route 17 parce que mon diplôme en communication ne valait rien et que le loyer ne se paie pas tout seul. Phil, le propriétaire, m'a fait visiter les lieux le lendemain. Il m'a montré où étaient les choses, ce qu'on attendait de moi et comment utiliser la caisse. « Tu auras parfois des clients bizarres », m'a-t-il dit. Mais ça ira. La station était isolée sur un tronçon où les semi-remorques roulent à 130 et où les phares passent sans jamais s'arrêter. J'étais là depuis peut-être 40 minutes quand j'ai commencé à sentir qu'on m'observait. Je vérifiais sans cesse l'écran de surveillance, mais je ne voyais personne. Vers minuit, je suis sorti fumer une cigarette quand j'ai vu cet homme debout de l'autre côté de l'autoroute. Il était parfaitement immobile et probablement, en train de me regarder. Soudain, un camion passa en trombe entre nous, et quand il disparut, l'homme avait disparu. Je suis resté là un moment, fixant l'espace vide où il se tenait, me disant que je l'avais imaginé. Mais non, car 20 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte vitrée. J'ai levé les yeux et il était là. Il mesurait environ 1,78 m et avait de longs cheveux bruns qui auraient eu besoin d'une coupe. Il était quelconque et oubliable, le genre de type qu'on croise au supermarché sans s'en souvenir. « Vous êtes ouvert ?» demanda-t-il, alors que l'enseigne lumineuse brillait juste au-dessus de sa tête. Quand j'ai pointé l'enseigne du doigt, il a ri, s'est excusé et est entré. Il avançait lentement dans les allées, faisant glisser ses doigts le long des étagères. Je l'observais sur l'écran, une main près du bouton d'alarme que Phil m'avait montré. Il prenait des chips, les reposait, touchait une bouteille d'huile moteur, la reposait aussi. Il prit une barre chocolatée, lut l'étiquette, puis la reposa également. Finalement, il s'approcha du comptoir avec un paquet de cigarettes à la main. « Longue journée, hein ?» Il sourit. Je l'ai encaissé sans répondre. Il comptait la monnaie exacte pièce par pièce, tout en essayant d'engager la conversation. J'avais envie de lui crier d'aller plus vite, mais il semblait déterminé à traîner. « Tu travailles ici toute seule ?» demanda-t-il en me tendant l'argent. « Non, mes collègues sont à l'arrière », ai-je menti. C'est malin. Il mit les cigarettes dans sa poche. Une jolie fille comme toi ne devrait pas être seule ici. Il y a plein de gens bizarres sur ces routes la nuit, tu sais. Sa façon de le dire m'a retourné l'estomac. Hé, je peux utiliser tes toilettes ? Avant que je puisse lui dire que c'était hors service ou réservé au personnel, il se dirigeait déjà vers le couloir du fond. Je l'ai laissé passer et j'ai regardé l'écran alors qu'il disparaissait dans les toilettes des hommes. Les minutes passèrent. Mon doigt restait au-dessus du bouton d'alarme. Je me disais d'appuyer, mais qu'est-ce que j'allais dire ? Un client reste trop longtemps aux toilettes ? Après environ 10 minutes, la porte s'ouvrit enfin. Il sortit et vint directement au comptoir. « Hé, les toilettes sont bouchées là-bas. J'ai essayé de réparer, mais j'ai empiré les choses. » Il marqua une pause. « Tu devrais aller voir avant que ça déborde. Je voudrais pas que t'aies des ennuis. » Ma gorge se serra. « D'accord, je vais vérifier. » « Tu devrais, genre, maintenant. C'est vraiment pas beau. Allez, je vais t'aider. » J'ai ouvert la bouche pour dire que ça allait, mais sa main s'était déjà refermée sur mon poignet. Juste vite fait. J'ai essayé de retirer ma main et de résister, mais sa prise s'est resserrée et il a tiré plus fort. Je lui ai dit de me lâcher.
Il a ignoré mes protestations et a ri. La panique m'a envahi. On était seuls. Je savais pas quoi faire. J'ai regardé vers la porte. C'était trop loin. Même en courant, il m'attraperait direct. Mon cœur s'est emballé. Les larmes me sont montées aux yeux. La porte des toilettes était à quelques pas. À ce moment, la sonnette a retenti et un routier est entré. « Vous avez des toilettes ?» Sa main a lâché mon poignet aussitôt. Il a souri au routier, m'a fait un signe de tête et est sorti calmement comme si de rien n'était. Par la fenêtre, je l'ai regardé traverser le parking jusqu'à ce que l'obscurité l'avale. Je fixais l'endroit où il avait disparu, m'attendant presque à le voir revenir. Mes jambes ont lâché. Je me suis assis derrière le comptoir pendant que le routier utilisait les toilettes. Mon poignet pulsait là où il l'avait tenu. Il y avait des marques rouges sur ma peau en forme de ses doigts. J'ai immédiatement appelé le 911. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Ils ont mis 20 minutes à arriver. J'ai supplié le routier de me tenir compagnie jusque-là. Ils ont vérifié les toilettes. Il n'y avait pas de bouchon. Les toilettes fonctionnaient, mais sur le couvercle fermé se trouvait un sac plastique. À l'intérieur, ils ont trouvé du ruban adhésif avec l'extrémité déjà arrachée pour une application rapide, un couteau à la lame essuyé et un sac Ziploc rempli de pilules écrasées en poudre. Tout était rangé soigneusement, comme un kit qu'il avait préparé dans un but précis. Ils ont pris le sac et posé des questions. Un officier m'a dit que ces pilules provoquaient une perte de conscience rapide. « Tu ne te souviendrais probablement de rien après, » dit-il. C'est justement le but. J'ai démissionné le lendemain matin. J'ai envoyé un texto à Phil que je ne reviendrai pas. Il n'a pas essayé de me faire changer d'avis. Les flics enquêtent toujours, mais ça mène nulle part. 3 semaines plus tard, j'ai contacté sur Facebook une fille qui avait bossé là avant moi. Elle a tenu 3 jours. Elle disait que quelque chose clochait, sans pouvoir l'expliquer. Quand j'ai insisté, elle m'a dit que Phil embauchait toujours des jeunes femmes pour la nuit. Le turnover était dingue, elle disait. La plupart ne tiennent pas une semaine. Ils arrêtent juste de venir, elle a dit. Certains ne démissionnent même pas officiellement. Ils disparaissent et ne reviennent jamais. Elle m'a dit que j'avais eu de la chance. Ça ne me rassure pas vraiment. Je pense encore aux filles qui n'ont pas eu cette chance, avec ce type qui rôdait dans le noir, cachant des intentions sinistres. Je suis expert en assurance à Columbus, et je ne fume plus depuis 4 ans. J'ai arrêté quand ma femme Sarah est tombée enceinte, mais il y a 6 semaines, après notre pire dispute, j'ai acheté mon premier paquet depuis des années. J'en avais besoin pour faire le deuil de ma fille, Lily. Elle avait 7 ans quand un tireur à l'école élémentaire Riverside l'a tuée à la cafétéria. Il lui a fallu 23 secondes pour nous voler notre princesse. Sarah et moi, on se noyait chacun de notre côté. Elle voulait parler, évacuer, aller dans des groupes de soutien. Moi, je voulais que le monde cesse d'exister. Ce soir-là, elle m'a demandé de voir un psy du deuil avec elle. J'ai dit non. Elle a dit que je l'abandonnais quand elle avait le plus besoin de moi. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pourra probablement jamais rattraper. Alors je suis monté dans la voiture et j'ai roulé sans but jusqu'à tomber sur cette station-service sur la route 40. J'avais besoin de cigarettes et de ne pas être dans ma tête pendant 5 minutes. Je me suis arrêté. Le parking était presque vide, sauf ce vieux van garé près des pompes, moteur tournant. Un type faisait le plein, et à l'arrière, visible par la vitre, une petite fille, sans doute sa fille, pleurait. Je me suis dit que ça ne me regardait pas. La gamine voulait sûrement des bonbons, et papa avait refusé, du classique. Mais je n'arrivais pas à détourner le regard. Elle avait les cheveux foncés en couette et semblait avoir l'âge de Lily. Je suis entré, j'ai pris un paquet de Marlboro et j'ai payé. Par la vitre, j'ai vu l'homme entrer pour payer son essence. La petite pleurait toujours, main contre la vitre, bouche ouverte dans un cri que je n'entendais pas. Elle m'a vu et a articulé « Aidez-moi ». Mon sang s'est glacé et mon cœur s'est emballé. Ma raison me disait que j'hallucinais, que le deuil me rendait parano, mais mes pieds bougeaient déjà, me ramenant vers le van. Le visage de la fillette était rouge et bouffi d'avoir pleuré. Quand elle m'a vu approcher, elle a cogné la vitre en pointant frénétiquement le siège passager.
J'ai jeté un œil et vu une femme affaissée, la tête penchée sur le côté. Une tache sombre s'étendait sur sa tempe, emmêlant ses cheveux blonds. J'ai plissé les yeux et réalisé que la femme saignait. À ce moment, la cloche a sonné et le gars est sorti. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Il avait environ 25 ans, soigné, portait un polo et un pantalon kaki. Il ressemblait au gentil voisin avec ce sourire niais, mais quelque chose clochait. « Excusez-moi. » Il sourit en marchant vers la camionnette. « Éloignez-vous de mon véhicule. »« Votre véhicule ?» ai-je demandé. « Qui est la femme ?»« Ma femme, elle dort. Son sourire ne vacilla pas. Elle saigne. Elle s'est cognée la tête. Un peu maladroite. Je l'emmène aux urgences. » Il attrapa la poignée de la porte. « Maintenant, s'il vous plaît, ma fille est bouleversée. Vous lui faites peur. » La petite fille hurla. « C'est pas mon papa. Il ment. Il nous a kidnappés. » Son visage a changé en quelques secondes. Il était furieux. Il a frappé la vitre rageusement et avant que je bouge d'un pouce, sa main a plongé dans sa poche et en est ressorti avec un couteau pliant, lame déjà sortie. « T'aurais dû te mêler de tes affaires. » Il a sifflé en s'approchant. J'avais ni arme ni plan, mais j'avais perdu ma fille 3 mois plus tôt, et cet homme avait pris celle de quelqu'un d'autre. Ma main a jailli et attrapé la pompe à essence encore accrochée au réservoir du van. Je l'ai arrachée et l'essence a giclé partout, surtout sur lui. L'odeur âcre a envahi l'air. J'ai sorti mon briquet et l'ai ouvert d'un coup sec. La flamme dansait dans ma main. « Bouge pas », j'ai prévenu. « Bouge pas ou on crame tous les deux. » Ses yeux se sont écarquillés. Le couteau était toujours dans sa main, mais il s'était figé. L'essence coulait de ses cheveux et ses vêtements. Une étincelle et on disparaissait tous les deux. « Lâche le couteau. » Il n'a pas bougé. « Lâche-le. » Tu fais une erreur. Tu sais pas qui on est. Le couteau est tombé sur le bitume. « Les clés, lance-les par ici. » Il les a sorties de sa poche, main tremblante, et me les a lancées. Je les ai poussés encore plus loin. Maintenant, assieds-toi, main sur la tête. Il a obéi. J'ai gardé le briquet allumé et bien visible. Mon pouce me faisait mal à force d'appuyer, mais je n'osais pas lâcher. « Quelqu'un appelle le 911 !» ai-je crié vers le magasin. Le visage du vendeur est apparu à la fenêtre, téléphone déjà collé à l'oreille. La petite fille pleurait encore, mais plus doucement maintenant. « Maman. Maman, réveille-toi !»« Ta maman va bien aller, ma chérie », ai-je dit, sans savoir si c'était vrai. « La police arrive. Tu es en sécurité maintenant. » Ils ont mis 6 minutes pour arriver. Ils ont trouvé toute l'histoire sur son téléphone. Il piégeait des mères célibataires sur des applis de rencontres. Il avait fait signe à cette femme sur l'autoroute, prétendant que sa voiture était en panne et demandant qu'on le dépose. Quand elle s'est arrêtée, il l'a frappée avec un démonte-pneus, l'a jetée côté passager et s'est enfui avec elle et sa fille. La femme, Jennifer Hayes, a survécu. Commotion sévère et fracture du crâne, mais vivante. Ils ont dit que si je ne l'avais pas arrêtée, ils les auraient emmenés quelque part et auraient fait des choses auxquelles je ne veux même pas penser. Le détective m'a appelé un héros et a dit que j'avais sauvé 2 vies. Mais je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais comme un homme qui avait enfin fait quelque chose de bien dans un monde qui m'avait tout pris. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Sarah était encore éveillée, assise dans la chambre de Lily, tenant son éléphant en peluche. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai tout raconté. On a pleuré ensemble pour la première fois depuis l'enterrement. On va en thérapie maintenant. C'est pas réparé, et je sais pas si ça le sera un jour, mais on essaye.